Bonjour à toutes et à tous et merci pour la fidélité que vous renouvelez tous les jours que Dieu fait à l'émission Grand Jury. Vous y êtes et c'est ensemble avec nos invités. Ce matin, nous parlons de la naturalisation de Blaise Compaoré, l'ex-président burkinabé qui est en exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014. Il a demandé et obtenu la nationalité ivoirienne. Et voilà donc ce qui motive le sujet ce matin, puisque le sujet fait la une des médias internationaux. Et nous en parlons ce matin avec nos invités. La question, c'est de savoir si ce comportement est de nature à contribuer au développement du continent africain. C'est la grande question qu'on se pose. Nous parlons également ce matin de cet homme, Randolph Antoine, médecin vétérinaire de son état, habitant à Colmar en France, en séjour au Togo, qui seront un courrier du chef de file de l'opposition Jean-Pierre Favre adressé au ministre en charge de la sécurité aurait été détenu ou serait détenu dans les services de l'ANR. Nous en parlons ce matin avec nos invités. La question est de savoir ce qui motive réellement l'arrestation de cet homme. Et puis nous allons aller à New York où nous serons en direct avec Dominique Alizou, directeur de publication du journal Chronique de la semaine, qui va nous faire le point des activités marquant le 50e anniversaire du programme des Nations Unies pour le développement. Il représente ainsi la presse togolaise, tout comme d'autres confrères également. Voilà donc un peu le décor planté pour nos échanges ce matin. Et c'est avec Abbas Issaka, directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Bonjour Abbas. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Grand Jury KNTV. Voilà, merci. Donc notre second invité, c'est bien sûr Idelphonse Akbaki. Il est le responsable de l'agence La Gazette du Togo.com. Bonjour. Bonjour Rodrigue et bonjour à tout le monde. Et comment se porte la Gazette? La Gazette se porte à merveille, tout va bien. Il se sursure que c'est un enfant né avec des dents de fer. C'est une grâce de Dieu. En tout cas, je rappelle quand même à tous ceux qui nous suivent que l'émission Grand Jury est désormais disponible sur le www.lagazettedutogo.com et puis également sur le www.ebenradio.com, www.laverte.org, www.togoonline.co.uk. Voilà donc un peu, vous comprenez que l'émission Grand Jury est très proche de la diaspora, donc pour permettre à tous les Togolais, qu'ils soient ici au Togo ou au-delà de nos frontières, y compris l'Occident, sur toute la planète Terre, de vivre l'actualité de notre cher pays, le Togo, un pays cher à nous tous. Avant de donner la parole à nos invités, je tiens à rappeler que selon les informations de dernière minute, puisque nous étions la dernière fois à Tchano, dans la région centrale, avec cet incident qui a opposé les populations sur le phénomène de la transhumance, donc les thèmes et les peuples qui se sont affrontés. Ce matin, nous apprenons donc que le phénomène se serait transporté à Gamé. Nous vous tiendrons informés dans nos prochaines rencontres au plateau de l'émission Grand Jury. Mais néanmoins, les autorités sont déjà au parfum de cet événement et ma foi... C'est un événement malheureux, faut le dire, parce que c'était hier, il y avait... Vous avez l'information? Oui, c'est à Gamé, au niveau dans la préfecture de Zio, là-bas, vers Abelouvé, que la scène s'est passée. Il y avait aux abords de la nationale numéro 1. Oui, donc ça a 15 km d'Abelouvé. C'est un village qui est situé à 15 km d'Abelouvé, où des éleveurs peuls qui sont en train de faire le pâturage avec leurs bœufs ont abattu à coups de fusil 2 agriculteurs qui sont tombés morts. Et par le ministre de la Sécurité et le ministre de l'Agriculture se sont rendus. Mais avant leur arrivée, par miracle ou bien comment on sait, les bergers peuls et leurs troupeaux ont disparu dans la nature. On ne sait pas comment les choses sont passées. Et on se demande qui est-ce qui leur a autorisé de détenir les armes de guerre, les armes, les fusils et autres. Est-ce qu'ils ont un permis de détention d'armes avant de les détenir pour aller faire le pâturage à leurs animaux, à leurs troupeaux? On n'êtes pas sans savoir que ces gens, ces bergers sont devenus une gangrène aujourd'hui pour les agriculteurs. Lorsque on envoie des bœufs, tout un troupeau
dans un champ de maïs ou bien de manioc que le monsieur a mis beaucoup de temps. Il a souffert sous la sueur pour cultiver et ces bœufs-là vont, comment on dit ça, tout ravager ou bien même marcher, piétiner toutes les choses. Et lorsque l'agriculteur, le paysan veut au moins intervenir, veut les interpeller, ça devient des problèmes et ils se mettent dans leur courroux parce que c'est tellement qu'ils ont le soutien des autorités locales, l'abolition des autorités locales. Et c'est ça qui amène ça. Personne ne peut même les arrêter sur les chemins. Sinon, aujourd'hui, ceux-là qui ont commis ces genres de choses, on pouvait les arrêter. Est-ce que vous avez entendu qu'on a arrêté ceux-là qui ont, à Tchalo, qui ont tué, dans la préfecture de Tchalo, qui ont tué un paysan, parce que c'est son champ que les troupeaux ont ravagé. Bizarrement, ce sont les militaires et les forces de l'ordre sont venus protéger ces peuples-là. Au détriment, on a arrêté, on a saisi même les motos des autochtones. Qui manifestaient. On nous a même pas dit qu'une enquête a été ouverte ou quoi que ce soit pour situer les responsabilités. Et ça, c'était. Et la chose continue. Aujourd'hui, hier c'était là-bas, aujourd'hui c'est au niveau de la. Demain, c'est où? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, Delphonse, j'avais voulu un peu remettre le sujet sur un autre jour, mais puisque Abbas en a fait cas aujourd'hui, comment peut s'expliquer ce phénomène de transhumance et tout ce qui est lié à ça aujourd'hui, les tueries par-ci, les confrontations, et puis aujourd'hui on parle même de fusils utilisés par les peuples. Est-ce pour se protéger? Si c'est pour se protéger, est-ce que c'est compréhensible? Je retiens deux choses très importantes de ce que le confrère Abbas a dit. La première chose, c'est que l'on ne peut pas comprendre que des peuples soient armés. Est-ce qu'ils ont des permis de port d'armes? C'est la grande question. La deuxième chose, qui, à mon avis, est une affirmation, doit être une vérité, c'est que on ne peut pas comprendre que lorsque les peuples se mettent à gaffer de la manière là, que les autorités togolaises ne réagissent pas pour les soumettre à la rigueur de la loi. Et donc, en ne le faisant pas comme cela se doit, l'on doit penser à une complicité. Il a rappelé tout à l'heure que quand la scène s'est passée à Talo la dernière fois, où il y a eu à Tchalo, où il y a eu tout un tas de remous, au lieu avec mort d'homme, qu'on sévisse très fortement à l'endroit de ceux qui ont posé cette bavure, on s'est rendu compte que c'est sur cette population qui a voulu, et puisque la population a voulu régler les comptes à cette heure-là, et c'est sur elle qu'on s'est roué. Aujourd'hui, le phénomène est signalé à Gamay. Alors, si on n'est pas arrivé à mettre la main ou bien à corriger comme cela se doit ceux qui ont posé les premiers actes à Tchalo, donc ce qui veut dire que le phénomène va continuer. Vivement que le patron de la sécurité, le colonel Yab Damian, prenne ses responsabilités pour mettre fin à ce genre de choses. Alors, Abbas, comment vous comprenez le fait que les peuples et leur bétail soient disparus dans la nature, tel que vous le dites? Bon. Ou doit-on parler de complicité avec certaines personnes qui auraient favorisé? Ça peut l'être. Peut-être que moi, je me suis dit que le meurtre se serait déroulé dans la nuit. Et le lendemain, on a découvert les corps. Et que durant ce temps-là, ils ont eu le temps de disparaître avec leur troupeau. Parce que c'est tellement qu'ils ne sont pas les seuls dans la zone. Et que... Quel est le cas? Comment attribuer cette assassinat, si on peut le dire ainsi, à ces peuples? C'est le pâturage. Ils sont en train de faire le pâturage. On sait que c'est eux. Mais le problème, c'est que la manière dont ça s'est passé maintenant, qu'on ne les retrouve pas, si on continue, on peut les retrouver facilement. Parce que les gens vont nous dire, et les traces des bœufs qui sont là, les traces, il y en a, même quand ils vont là, ils défèquent en chemin, on peut les retrouver. Mais il y a certains qui disent que peut-être qu'ils ne sont pas les seuls dans les zones. On peut aller prendre des innocents pour dire que c'est eux qui ont fait ça.
alors que les vrais coupables sont déjà partis. Donc c'est pour cela que je dis aujourd'hui qu'il faut que, comme le ministère de la Sécurité et le ministère de l'Agriculture sont tous descendus sur le terrain, il faudrait ouvrir une enquête sérieuse pour déterminer ces genres de choses. Parce que quand ça a commencé, ce n'est pas aujourd'hui que ces genres de choses arrivent. Ça a commencé depuis, même dans les préfectures de l'intérieur, d'Ampin et autres, où on tuait. Aujourd'hui que le phénomène est en train de venir vers ici, parce que dans les régions du nord, il y a la sécheresse qui sévit. Il faudrait chercher les herbes là où il y a beaucoup de verdure pour que les bœufs puissent brouter. Donc c'est ça qui les amène vers ici. Quand ça vient ici, vous voyez le problème, ce sont des champs qui sont attaqués, qui sont ravagés. Et mais, par rapport aux champs qui sont ravagés, on ne tient même pas compte de ça, mais les gens continuent pas à tuer. Ils tuent. Il faudrait que la responsabilité soit prise au niveau des autorités. Je crois savoir qu'entre-temps, il y avait le Conseil des ministres, bien le gouvernement, on a fait une avec des limitations de la période de transhumance. Et aussi également, on a prévu des itinéraires qu'il faut suivre pour éviter de causer des dommages aux agriculteurs ou autres. Est-ce que c'est respecté? Aujourd'hui, là où nous sommes, c'est que ce n'est pas respecté. Si c'était respecté, la période même n'est pas respectée. Et que l'itinéraire qu'on a tracé pour qu'on suive, ce n'est pas respecté. Sinon, on ne peut pas assister à ce genre de choses où les gens se permettent de tuer parce qu'on leur reproche du fait que leurs bœufs, leurs troupeaux ont ravagé des champs. Et sinon pas, lorsque même ils arrivent même au commissariat local, dans un commissariat au niveau de la localité là-bas, on va leur donner raison parce que le CB ou bien le commissaire qui est là-bas ou bien le préfet va vous dire, oh, il faut les laisser parce que lui aussi il peut avoir ses bœufs parmi ces troupeaux-là. Donc ils ont la main de ces autorités locales-là dans leur poche ou dans leur bouche. Donc c'est ça qui fait que le problème là, c'est dérapage, le problème là n'arrive pas à être réglé. Et du moment où les populations qui sont là-bas se voient frustrées par rapport à ce genre de comportement, c'est que la tension est en train de couver. Un jour, on risque d'assister à une autre chose à une chose plus grave que ce que nous sommes en train d'assister, parce que les populations ne vont pas rester toujours les bras croisés, qu'on tue on ravale leurs champs, on tue aussi leurs frères et ils vont se taire par rapport à... On ne comprend pas et en même temps on protège ceux-là qui tuent leurs frères. Ça ne peut pas se passer. Alors, Ildefonse, quelles peuvent être les conséquences d'un tel comportement? Parce que vous avez parlé de complicité quelque part. Ça revient tout le temps. On vous dit que les CB ou encore les préfets ou si des maires, s'il y en a quelque part, sont des fois complices des auteurs de ces bavures-là. Aujourd'hui, quelles peuvent selon vous être les conséquences? La première conséquence, c'est l'apologie de l'impunité. Et puisque ceux qui commettent ces bavures-là, ceux qui volontairement donnent la mort à des pauvres citoyens togolais, ne sont pas arrêtés, ne sont pas soumis à la rigueur de la loi, alors cela frise l'impunité. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est, entre guillemets, l'insouciance des autorités togolaises sur ce phénomène. Parce que à partir du moment où il y a mort d'hommes, il faut que les autorités togolaises prennent leurs responsabilités. Dans des pays où la démocratie règne maîtresse, ou pour mieux m'exprimer, ces pays qui sont dirigés par des gens civilisés, il suffit seulement d'un individu qu'il arrive à perdre la mort, que toute la population se lève pour demander des comptes aux autorités. Ce n'est pas le cas au Togo, mais c'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que vivement que les responsables ou le responsable de la sécurité nationale togolaise prennent à bras le corps ce problème pour l'éviter. Très bien. Nous restons
Nous sommes convaincus quand même que les autorités, puisqu'ils ont déjà fait le déplacement de Gamay, forcément une enquête serait ouverte et nous serons très regardants pour voir ce qui se fait autour de ce dossier. Nous restons au Togo pour parler de cette lettre en date du 23 février dernier, donc adressée par le président national de l'ANC, chef de file de l'opposition Jean-Pierre Favre, lettre numéro 16-028-ANC-PM-SG à Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Lomé. Monsieur le ministre, j'apprends avec insistance qu'un Togolais de la diaspora du nom de Randolph Antoine, médecin vétérinaire de son état à Colmar, France, en séjour au Togo, a été arrêté à Lomé et serait détenu par les services de l'ANR. Je vous prie de bien vouloir clarifier cette situation et me faire savoir les circonstances ainsi que les raisons de cette arrestation. Vous voudrez également me préciser par la même occasion le lieu de détention de M. Randolph Antoine. Une prompte réponse de votre part m'obligerait. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma considération distinguée, signé Jean-Pierre Favre. Voilà un peu ce que dit en substance le courrier du chef de file de l'opposition adressé au ministre en charge de la sécurité. Alors, Ildefonse, ma première question, est-ce que vous connaissez Randolph Antoine? Je ne connais pas M. Randolph Antoine physiquement, mais je crois savoir que M. Randolph est un fils togolais et pris comme tel lorsqu'il lui arrive quelque chose. Citoyen togolais que je suis, leader d'opinion que je suis, défenseur des droits de l'homme que je suis obligé d'en parler. J'en parle parce que les conditions dans lesquelles M. Randolph a été arrêté, je ne parlerai même pas d'arrestation, mais je parlerai d'un kidnapping parce que le fondement ou bien l'arrestation de M. Randolph ressemble beaucoup plus à une séquestration, à un enlèvement. Pourquoi? Parce que la loi fondamentale togolaise, en sa disposition 17, l'article 17 de cette disposition stipule que toute personne arrêtée a le droit d'être immédiatement informée des charges retenues contre elle. Aujourd'hui, quand vous parcourez et les journaux et les sites, vous vous rendez compte que la charge ou le motif de l'arrestation de M. Randolph n'a pas été clairement établi pour qu'on sache ce qu'on lui reproche. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que ce n'est pas parce que on a dit que M. Randolph a été, depuis les premières heures, l'un de ses opposants qui ont bataillé contre le régime de feu le général Eyadema et qui a continué toujours sa lutte pour la liberté du peuple togolais, qu'une fois arrivé dans son pays natal, doit être interpellé parce qu'il s'oppose au régime en place. Il le faut. L'opposition dans tout pays doit avoir droit de cité pour permettre à ceux qui dirigent le pays de corriger leurs erreurs. Aujourd'hui, nous pouvons parler de M. Randolph en disant que il est dans ses droits de diffuser comme cela se doit ses opinions. Surtout que nous ne savons pas le motif de son arrestation. Nous avons le libre cours de dire tout ce qu'il y a lieu de dire dans ce dossier-là, jusqu'à ce que nous soyons situés par les services de renseignement, puisque on a cru savoir qu'il est détenu dans les locaux des services généraux. Voilà. Alors, Abbas Issaka, c'est vrai, je ne sais pas si vous connaissez Randolph Antoine, mais tel que décrit un opposant qui aurait combattu depuis le pouvoir, depuis l'ère du feu général Eyadema, et aujourd'hui à Lomé, selon le courrier de Jean-Pierre Favre, serait détenu dans le locaux de l'ANR. Je ne sais pas si vous avez des informations autour parce que les journaux en parlent. Oui, bon, c'est ce matin que moi j'ai appris cette information par rapport à la lettre de Jean-Pierre Favre qu'il a adressée au ministre de la Sécurité. Donc aujourd'hui, il demande des éclaircissements dans cette lettre
faudrait que le ministère, le ministre de la Sécurité, nous dise pourquoi ce monsieur a été arrêté. Parce qu'aujourd'hui, il est dans les services de l'ANR. Le dossier n'est pas encore transféré au niveau de la justice. Si c'est au niveau de la justice, on pourrait dire que c'est déjà sur en instruction et qu'on ne peut pas entrer dans les détails. Tel que ça est, le monsieur au niveau de l'ANR, est-ce qu'on est en train de... Ou bien c'est des services généraux, c'est là-bas l'ANR. Oui. Donc, c'est tellement qu'on est en train de l'interroger sur certains sujets, parce que quand ça va là-bas, c'est peut-être par rapport à ses opinions qu'on l'a amené là-bas, puisque selon ce que j'ai appris dans les journaux, c'est que c'est par rapport à ce qu'il écrit sur son site. C'est vrai que sur les réseaux Sur sociaux, les réseaux on fait le lien sociaux, avec, c'est ce qu'on a fait. Le blog de l'observateur Mathieu Chikoki. Voilà, donc si c'est ça là, qu'on ne puisse pas le garder, le torturer, comme on le voit, on l'avait vu entre-temps avec chose, qu'on lui pose des questions, on l'interroge par rapport à ce passage, nous posant au Togo, ne peut plus être en prison. On ne peut pas parler d'un détenu politique aujourd'hui dans notre pays. Il faudrait que tout ça, là, ça s'arrête. Si c'est des gens qui veulent faire du zèle, il faudrait que ce zèle-là s'arrête, parce que ça ne donne pas une bonne image d'un pays qui dit qu'il est en train de mettre en place un état de droit et une démocratie normale. Il faudrait que, s'il est à l'ANR, et qu'on réponde vite à la lettre de Jean-Pierre Fabre pour qu'on lui donne des informations, des éclaircissements sur la détention de ce monsieur. Moi, je ne le connais pas. Je n'ai jamais entendu même parler de lui qu'il est un opposant, parce que nous avons vu des opposants aussi féroces au Togo et contre le régime. Il y en a qui sont dans les coulisses, mais ils sont revenus actuellement. Il y a des gens qui sont revenus. Il y a des gens qui ont tenté même de tuer Feu le général Yadema. Ils ont fait le camp Satima. Ils sont là. Donc, si ces genres de choses se passent actuellement, il ne faudrait pas qu'on continue de dire que, de faire croire que le Togo n'est pas en démocratie. Chacun est libre d'exprimer ses opinions. Si les a exprimées, ce n'est pas les opinions là qui vont faire emporter le chef de l'État. C'est ses opinions qu'il exprime. Et comme on le dit en démocratie, c'est un combat d'idées et non un combat de muscles. Voilà. Alors, Ildefonse, aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux sociaux font le lien avec Mathieu Chikoki, avec le blog Peuple Observateur et tout. Et la question que je vais vous poser ne se situe pas à ce niveau, mais bien sûr savoir qu'il y a un débat permanent autour du chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Fabre qui adresse ce courrier. Comment vous appréciez son comportement? Oui, mais M. Jean-Pierre Fabre est dans la logique de son statut de chef de file de l'opposition, puisqu'on nous a présenté M. Randolph comme étant un opposant. Alors, il revient au chef de file de l'opposition d'aller vers les autorités pour s'enquérir des nouvelles, des informations. Et je crois que la démarche est à saluer, puisque jusqu'à preuve du contraire, je l'avais dit quand vous m'avez posé la question, jusqu'à preuve du contraire, les autorités togolaises ne nous ont pas signifié le motif de l'arrestation de M. Randolph. Et c'est ce qui me fait foi dans le dos quand le confrère Abbas parle du Togo comme étant un état de droit. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait avec les textes, avec les lois, notamment la loi fondamentale togolaise qui essaie de baliser la voie à tout acte que et les autorités et les citoyens doivent poser. Parce que j'ai cité tout à l'heure l'article 17 de la Constitution togolaise qui dit que lorsque vous voulez arrêter quelqu'un, il faut que vous lui faites savoir les motifs de son arrestation. Ça n'a pas été le cas. Mais aujourd'hui, on garde M. Randolph dans les locaux des services généraux pour lui extorquer des informations. C'est un aveu. Alors, est-ce qu'il est libre? Est-ce qu'il possède tous ses sens? Ayant été arrêté dans des conditions où nous ne savons même pas comment les choses se sont passées et qu'on le transporte quelque part là où on sait très bien que c'est quand on veut attenter à la sûreté de l'État ou quand il y a un grand banditisme qui a été commis ou bien quand
il y a un acte imminemment haut qui doit faire bouger l'État, c'est là où on amène les gens. Mais si on fait le rapprochement entre l'écrit, puisque jusqu'à preuve du contraire, quelques informations de l'année font état de ce qu'il serait de connivence avec Mathieu Sikochi sur Peuple Observateur. Si c'est à travers les écrits qu'on l'interpelle maintenant, mais je crois que ce qu'on doit normalement reprocher à ce dernier ne se situera pas au niveau des services généraux, mais justement au niveau de certaines institutions compétentes. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il a écrit, et au Togo, nous savons très bien que l'institution de régulation de la presse, c'est la HAC. Alors, si c'est à cause de ces écrits, oui, mais qu'on ne l'emmène pas devant les agents de la police judiciaire ou bien devant les agents de services de renseignement pour lui extorquer des aveux sous la menace. Et là, cela viole les droits de l'homme. Très bien, vous avez assez compris. Je rappelle que si tout va bien, nous devons être en contact direct avec Dominique Alizou, directeur de publication du journal Courrier de la République depuis plutôt chronique de la semaine, autant pour moi, depuis New York, où il prend part aux activités marquant le 50e anniversaire du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Venons-en au premier sujet de nos échanges ce matin. Nous parlons de la naturalisation de Blaise Compaoré, l'ex-président burkinabé. Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014, a obtenu la nationalité ivoirienne après en avoir fait la demande. Monsieur Compaoré Blaise, né le 3 février 1951 à Ouagadougou, est naturalisé ivoirien, établit un décret présidentiel publié dans le journal officiel ivoirien le 18 janvier 2016, mais rapporté par les médias ivoiriens 2 jours plus tôt mardi. Et puis ce décret, signé par le président ivoirien Alassane Ouattara, est cependant daté du 17 novembre 2014, soit moins d'1 mois après la chute de M. Compaoré le 31 octobre 2014 par une insurrection populaire à l'issue de 27 ans de règne. Aujourd'hui, Blaise Compaoré devient ivoirien. Abbas, quel commentaire vous faites de cette naturalisation de Blaise Compaoré? Non, bon, je vois que peut-être que, comme on le dit, le ridicule ne tue pas en Afrique, là. C'est ça que nous sommes en train d'assister. Blaise Compaoré avait la latitude depuis fort longtemps d'avoir cette nationalité, parce que selon leur constitution, dès que vous avez une épouse qui est ivoirienne, c'est que si vous demandez, vous faites la demande, vous êtes ivoirien. Vous êtes naturalisé ivoirien. Le problème qui se pose, ça fait plus de 20 ans que Compaoré s'est marié avec cette ivoirienne. Il n'a jamais cherché à demander la nationalité ivoirienne. Et que c'est par rapport au vent qui a soufflé sur son continent et sur son pays, et qu'il a emporté, il voit un mois après, juste un mois, moins de 2 mois après, il demande la nationalité ivoirienne, la naturalisation. Alors qu'il sait qu'il est poursuivi. Il y a un mandat d'arrêt qui a été émis en son encontre. Et bizarrement, il devient en même temps ivoirien, il se naturalise ivoirien, sachant comme il sait très bien avec son colistaire Ouattara que selon la loi, la constitution, on ne peut pas extrader, la Côte d'Ivoire ne peut pas extrader ses fils lorsqu'ils sont recherchés. Et il a cherché la protection depuis le 14 novembre. En temps, nous avons vu ces papiers-là sur les réseaux sociaux et la confirmation a été faite cette semaine avec la loi officielle qui a été rendue publique. Je me dis que de quoi Blaise Compaoré a peur? Pourquoi pendant ces 25 ans de règne, il n'a pas demandé à être ivoirien, et que c'est parce qu'il a été envoyé et maintenant poursuivi par la justice burkinabé qu'il se permet de dire que bon, il n'est plus, il se naturalise bien, il n'est plus burkinabé, il devient ivoirien. Vous avez vu que dans ce dossier, la Côte d'Ivoire a vite fait d'extrader 3 militaires qui étaient dans cette histoire de coup d'État.
Donc si on extrait les 3 militaires qui sont dans cette affaire, c'est que Compaoré devait aussi être extradé. Exécuter les ordres venant de quelqu'un. Donc si on les a extradés, c'est que Compaoré devait être aussi extradé. C'est parce que les gens commençaient par dire il faut nous ramener Compaoré pour qu'on le juge chez nous. Et dans la précipitation, le chef de l'État ivoirien, Ouattara, prend la décision qu'il envoie devant qu'on publie dans le journal officiel de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, puisque Ouattara lui-même, c'est un Burkinabé qui a eu la nationalité ivoirienne. Aujourd'hui, sans oublier que dans un passé récent, il est brouillon couru quand même que la personne de Ouattara serait aussi burkinabé. Oui, et maintenant c'est Blaise Compaoré, un homme de souche burkinabé, de naissance burkinabé, d'origine burkinabé, qui obtient maintenant la nationalité ivoirienne. Est-ce que demain, lui aussi va tenter d'être candidat, de chercher à être président de la République ivoirienne, comme c'est le cas aujourd'hui? En tout cas, on va en parler tout à l'heure. Mais Ildefonse, monsieur Blaise Compaoré, qui a dirigé le Burkina Faso 27 années durant, est inculpé d'attentats contre la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres. Il est visé depuis décembre 2015 par un mandat d'arrêt international pour son implication présumée dans la mort de l'ancien chef d'État Thomas Sankara et 12 autres de ses compagnons qui ont été tués le 15 octobre 1987. Et c'est ces coups d'État qui ont porté Blaise Compaoré au pouvoir. Aujourd'hui, quelle leçon de moralité peut-on tirer du comportement d'un chef d'État qui dirige son pays pendant 27 années et qui devient du jour au lendemain comment dirais-je, je ne sais pas, qui détient finalement la nationalité d'un autre pays? Est-ce que ça vaut la peine même de poser le problème de la sorte? Je ne crois pas, parce que M. Blaise Compaoré n'a pas été un exemple, et pris comme tel, je ne vois pas ce qu'on peut dire de lui. Ça a été un scandale. Quand moi j'ai appris que Alassane Ouattara a accepté la demande de naturalisation de Blaise Compaoré et de son frère François qui a fait la pluie et le beau temps au Burkina Faso. Vous savez, j'ai froid dans le dos, parce que pendant 27 ans, Compaoré a dirigé l'État du Burkina Faso. Il a eu à faire la médiation entre Laurent Gbagbo et Ouattara. Pendant 27 ans, Compaoré a dirigé presque toutes les institutions du Burkina Faso et est resté le président de la magistrature. Abbas a posé la question tout à l'heure que j'ai notée ici, de quoi Blaise Compaoré a-t-il peur aujourd'hui? Si vous posez la question comme telle, je peux vous répondre. Premièrement, M. Blaise Compaoré de lui-même n'a pas voulu, ou bien n'est pas parti. Il a été déguerpi par la rue. Pourquoi? Parce qu'il a mal géré le pays. Mais aujourd'hui, la justice que M. Blaise Compaoré a dirigée, puisqu'il est le président de la magistrature, demande la reddition des comptes. Il faut qu'il rende compte de ces 27 ans de règne. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? M. Blaise Compaoré pense qu'il faut maintenant demander une naturalisation. Cela veut dire qu'il sait en son âme et conscience qu'il a causé trop de tort au Burkinabé. Maintenant, on en vient à la personnalité de M. Dramane Alassane Ouattara. Vous savez que pendant longtemps, en 2002, quand il y a eu ces mouvements où ça tirait un peu partout en Côte d'Ivoire, un certain Guillaume Soro était le chef de ces rebelles. Et en sourdine, on murmurait le nom d'un certain Alassane Ouattara. Mais n'oubliez pas, quand vous menez des investigations, vous allez vous rendre compte que le Burkina Faso
à l'ère de Blaise Compaoré, servait de base arrière pour ces rebelles-là. Ce n'est que le retour de l'ascenseur. C'est-à-dire que Alassane Ouattara n'a pas voulu livrer son ami et son frère, celui qui a fait de lui aujourd'hui ce qu'il est. Donc c'est récompense pour service rendu. Voilà. Alors, sinon, on ne peut pas comprendre, comme il a dit Abbas, que pendant 27 ans, Compaoré avait la latitude de demander sa naturalisation. Il ne l'a pas fait. Et s'il le faisait, il devait quitter le pouvoir. Amen. Amen. C'est un choix. C'est un choix à faire. C'est pour ça qu'il a choisi de quitter le pouvoir avant de demander la naturalisation. Mais aujourd'hui, quand on se réfère au droit international, qu'on accorde ou non la naturalisation à M. Compaoré, le droit international repose sur deux piliers. Il est naturalisé ivoirien. Le droit demande à ce qu'il soit jugé en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le droit international. Ou au pire des cas, qu'il soit extradé. Ça, c'est ce que demande le droit international. Et l'exemple patent et palpable, c'est celui de Hissène Habré. Vous avez vu que les Tchadiens ont bien voulu que l'on extrade Hissène Habré pour qu'il soit jugé au Tchad. Mais, ayant bénéficié d'un asile doré au Sénégal, le Sénégal ne voulant pas l'extrader vers son pays d'origine, a ouvert une information contre lui. Et vous avez vu ce que cela provoque comme tollé. Je crois que, qu'on ne le veuille pas, M. Compaoré, un jour, sera rattrapé par la justice et il rendra compte de tout ce qu'il a posé comme acte. Très bien. Vous êtes d'avis? Oui, effectivement, je suis en train de dire que aujourd'hui, il a la protection de son ami et frère Ouattara. Si demain Ouattara ne sera plus au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Parce que la vie n'est pas éternelle sur cette terre. Les crimes sont là. Aujourd'hui, on a internationalisé même les crimes. C'est pour cela qu'on parle de la Cour pénale internationale. Même il y a la Cour africaine de justice qui est là. Si aujourd'hui, Ouattara ne remet pas le dossier sur tapis, puisque aujourd'hui on peut dire que Compaoré a commis des actes quelque part dans son pays. Il est venu se faire naturaliser dans un autre pays. Et en principe, ce pays doit se référer parce que on peut classer ça dans crime contre l'humanité. Et dans ces genres de choses, c'est que les crimes sont imprescriptibles. Et qu'un jour, l'histoire va rattraper chacun. Qui sait si un jour l'autre sera jugé Hissène Habré sera jugé au Sénégal. Il a commis des crimes à Dakar, au Tchad. Aujourd'hui, c'est au Sénégal que la Cour africaine de justice est en train de le juger. Demain, Ouattara ne sera plus au pouvoir. Mais Compaoré est devenu un citoyen ivoirien. Il y a des actes que sa justice qui le poursuit. Le nouveau détenteur du fauteuil du pouvoir là-bas sera contraint de mettre l'autre Compaoré devant entre les mains de la justice. Et ça, je pense que c'est par rapport à ça que même les magistrats du Burkina Faso sont en train de demander leur indépendance totale du pouvoir en organisant des manifestations qui sont en cours actuellement où nous sommes en train de parler. Donc, tout ceci là, le droit, c'est un droit international, ça poursuit. Lorsque vous commettez quelque chose, c'est que ça vous poursuit à tous les niveaux que vous soyez. Vous pouvez chercher à fuir, comme le fait actuellement Compaoré, c'est que d'un jour à l'autre, il sera rattrapé par l'histoire. Très bien. Rattrapé par l'histoire. Ildefonso, une question qui me vient à un instant. Quelle est la différence aujourd'hui entre Blaise Compaoré, celui qui a dirigé un pays 27 années durant, qu'il a été balayé par la rue? Aujourd'hui, dans les chefs d'accusation qui pèsent contre lui, on parle d'assassinat, on parle de recellement, on parle de recel de cadavres, on parle d'atteinte à la sûreté de l'État. Quelle est la différence entre cet homme et Laurent Gbagbo, un chef d'État qui a passé aussi des années à la tête de la Côte d'Ivoire,
qui aussi, dans son histoire, on parle d'assassinat ou de complicité d'assassinat d'Ivoiriens, qui a été extradé par la Côte d'Ivoire vers la Cour pénale internationale, la même Côte d'Ivoire qui aujourd'hui accepte un assassin et le naturalise. Quelle est la différence? Je voudrais, avant de répondre clairement à ta question, dire ou faire une petite remarque. Les êtres humains que nous sommes, nous tous, nous avons des défauts. Nous avons nos forces, nous avons nos faiblesses. Et sur un plan purement général, c'est ce que je peux dire sur un être humain en prenant les deux personnalités que vous venez de citer comme étant des êtres humains. Alors, c'est possible que dans la gestion de leurs états, ils ont eu à poser des actes qui sont des actes pas tout à fait bons. Disons des actes répréhensibles. Bien, maintenant, vous me posez la question de savoir quelle est la différence entre ces deux hommes. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Je ne vois pas la différence qu'il y a eu ou bien qu'il y a entre Laurent Gbagbo et Blaise Compaoré. Puisque des deux côtés, qu'on le dise ou pas, c'est des hommes d'État qui ont les mains souillées de sang. Les deux ont les mains souillées de sang. Gbagbo a pris des armes. Blaise Compaoré a assassiné lui aussi, ou bien a été complice de l'assassinat de Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons. Alors, les deux ont les mains souillées de sang. Mais ce que je ne comprends pas dans la géopolitique, c'est que les mêmes actes ont été posés par les deux personnalités et aujourd'hui, la communauté internationale, il faut dire les choses telles qu'elles sont, la communauté internationale a livré Gbagbo et protège Compaoré. C'est la communauté internationale qui a livré Gbagbo. Je crois que la communauté internationale a beaucoup joué. La France a beaucoup joué dans le conflit ivoirien. Même les Français étaient dans le bunker le jour où on mettait la main sur Laurent Gbagbo. La France, c'est la communauté internationale. Aujourd'hui, Compaoré, qui a été grand médiateur, qui a roulé pour cette même communauté internationale, se voit protégé par elle. Si tel n'est pas le cas, je suis sûr que la communauté internationale allait agir en disant que l'information, surtout, c'est ce que j'avais dit, l'information qui a été ouverte contre la personne de Blaise Compaoré reposait essentiellement sur l'assassinat du premier président démocratiquement élu du Burkina Faso et 12 de ses compagnons. Et les premiers rapports de la commission d'enquête faisaient état de complicité et on citait le nom d'un certain Blaise Compaoré. Alors, pourquoi aujourd'hui, et les chefs d'État africains qui se sont regroupés dans un conglomérat de solidarité dans l'oppression des peuples africains, trouvent aujourd'hui que ceux qui ont été à la base de la mort de certains de leurs peuples doivent bénéficier d'une quelconque protection, comme c'est le cas de Blaise Compaoré. C'est pourquoi je dis qu'on ne le veuille pas, un jour, à moins qu'il rende l'âme, mais tant qu'il sera là, et comme l'a dit Abbas, si le pouvoir changeait de main en Côte d'Ivoire et que ce n'est plus Alassane Ouattara qui sera là et quelqu'un d'autre qui aujourd'hui n'est pas d'accord avec cette assistance qu'on accorde à Compaoré, il va subir la rigueur de la loi. Très bien. Abbas, je vous pose la même question. Est-ce que vous arrivez à mettre la différence entre les deux hommes aujourd'hui, Blaise Compaoré et Laurent Gbagbo? Parce que finalement, le même pays qui naturalise, disons, entre guillemets, un assassin chassé par son pays, livre l'autre assassin à la Cour pénale internationale.
Ouais, c'est un peu la différence. La différence, c'est que Gbagbo est bêté, ivoirien, et Compaoré aussi, naturalisé maintenant ivoirien. Sinon, sur les axes, les mêmes ont commis des crimes. Compaoré, quoi qu'on dise, même s'il le nie, est à la tête de ceux-là qui ont tué Sankara. Ils ont tué Norbert Zongo. C'est un crime qui est là. Et de l'autre côté, avec Gbagbo, on a vu pendant son règne comment les gens sont morts. Même si lui-même il dit qu'il n'était pas là, c'est celui qui donnait des ordres, c'est eux. C'est la même chose avec Compaoré et Gbagbo. Maintenant, la différence, c'est que Ouattara a pris Gbagbo pour envoyer avec l'appui de la communauté internationale, envoyé à la CPI pour être jugé pour les crimes qui sont commis en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on prend, il reçoit quelqu'un qui a commis des crimes dans un autre pays, il l'accueille à bras ouverts. Le monsieur était parti entre-temps au Maroc pour son exil. Il le ramène en Côte d'Ivoire. Tu reviens, tu restes. Ils s'entendent. Il dit, bon, comme tu es persécuté dans ton pays, tu as la possibilité d'avoir une nationalité ivoirienne parce que tu as une femme ivoirienne. Et là, puisque c'est moi qui dois te donner. C'est moi qui dois te donner l'autorisation à la bénédiction. Tu l'as déjà. Et il l'a eu. Il est protégé ici, croyant qu'il ne peut pas être jugé dans son pays. Et pendant ce temps, Gbagbo est en train de juger par la Cour pénale internationale par rapport au crime qu'il a commis. Pourquoi celui-ci est protégé et l'autre est libre? Parce que l'autre est poursuivi par son pays, par la justice de son pays, par rapport aux crimes. Les crimes que dont je viens de citer et qui sont là. Donc, est-ce que cette protection-là ne veut pas dire que Ouattara est pour l'impunité par rapport au Burkina Faso et il est contre l'impunité dans son pays? Pourquoi il maintient et veut protéger les criminels qui fuient de son pays pour venir s'abriter chez lui? En tout cas, c'est la grande question qu'on se pose, mais je vais vous poser une dernière question. Oui. Elle revient depuis quelques jours. Aujourd'hui, Blaise Compaoré est ivoirien. Est-ce que demain, il peut briller à la magistrature suprême? C'est la grande question. Ça m'a fait sourire. Je vous pose la question. Ça m'a fait sourire ce matin quand j'écoutais les informations. Puisqu'il est ivoirien et la constitution ivoirienne est claire, quand on est ivoirien, on peut. Vous savez, ce qui me choque des fois, c'est bien de poser cette question, mais on a tendance d'oublier qu'un jour la mort peut nous emporter, si tôt ou si tard. Mais dans le cas d'espèce, est-ce qu'il peut avoir le courage de dire aux Ivoiriens, ou bien d'avoir cette envie-là, hein? Je suis sûr que ça ne peut même pas lui effleurer l'esprit, parce que il sait bien ce qui se passe. Je voudrais juste profiter de... L'autre calcul, on vous dira que Alassane Ouattara est dans son second mandat, donc selon la constitution ivoirienne, il va partir. C'est le dernier, il va partir. Il va partir. C'est pour ça la question revient. Oui, avec insistance. Non, mais il va partir. Il a besoin aussi de couverture. Vous êtes sans savoir qu'il peut être visé aussi par un mandat d'arrêt international par rapport à la situation qui a prévalu, la même situation sur la base de laquelle Gbagbo séjourne à la CPI. Mais c'est pour cela que moi je crie haro sur la communauté internationale dans l'affaire de la Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo n'a pas été seul à prendre les armes. De l'autre côté, on n'a jamais vu un élément de Ouattara devant la CPI pour répondre. Or, le carnage a été posé par les deux camps. Pourquoi aujourd'hui c'est Gbagbo et sa clique qui sont envoyés devant la CPI? Mais la dernière question, ou bien la dernière remarque que moi je voudrais faire, c'est par rapport à ceux-là qui aujourd'hui dirigent nos États africains, qui s'accrochent au pouvoir, comme je l'avais dit un jour devant vous ici, comme des pipistrelles qui ne veulent pas laisser le pouvoir, qui commettent des pires atrocités et qui, au terme de leur mandat, se voient chassés, soit par les populations elles-mêmes ou
sont rangés, voilà, ou sont rangés dans la poubelle de l'histoire parce que, au terme des élections, ils ont été battus. Il faut qu'ils comprennent aujourd'hui que de la manière dont ils ont agi en oppressant les populations, ils répondront un jour. Puisque les cas Gbagbo, les cas Compaoré sont là aujourd'hui pour édifier les Africains que nous sommes. Très bien. C'est un dernier mot par rapport à la présentation de choses. Je pense que la constitution ivoirienne est un peu claire. Il faut être né de père et de mère ivoirien. Si on a lui, il n'a que naturel. Non, on ne peut pas le trouver. Là, la maman, il ne peut pas changer de maman ni de papa. Ça, c'est d'office. Donc, comparé par rapport à être candidat à la présidentielle. N'oubliez pas le sport favori. La modification. Il peut masturber la constitution en entendant que Alassane Ouattara ne quitte. Mais merci. La question reste en suspense. Est-ce que Alassane Ouattara pourra briguer à la magistrature suprême? Si plutôt Blaise Compaoré pourra briguer à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire, d'autant plus qu'il est devenu ivoirien. Et puis surtout que le sport favori de nos chefs d'État est devenu la masturbation, la sodomisation de la constitution de nos États. La question est pour vous. Vous pouvez vous exprimer sur la page Facebook de l'émission Grand Jury et pourquoi pas sur le WhatsApp. Nous sommes là et pour vous lire bien de choses chez vous. Merci à nos invités. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Au revoir.